Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 4. La cause noire en exemple. De Claude Mackay à Black Lives Matter. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition des procès du siècle, c'est la 3e saison. Ce soir, on va revenir à la fois sur le travail de Claude Mackay et surtout sur sa résonance sur la cause noire, que ce soit en France, mais aussi dans plusieurs espaces qui concernent et qui interrogent les diasporas noires. Et pour ce procès, ce soir, j'ai le plaisir d'appeler Maboula Soumaoro et Nadia Yala Kisukidi, qu'on peut applaudir. On est à Marseille, c'est l'anniversaire, le 100e anniversaire de l'arrivée du poète et romancier Claude Mackay en France. On revient sur sa figure, une figure qui est considérée comme précurseur du mouvement de la négritude. Il est connu pour avoir été l'auteur du roman Banjo en 1929. Il est né en 1889 et est mort en 1948. Ça a été un poète extrêmement engagé. Et pour en parler ce soir, pour parler non seulement de son travail, mais aussi des échos qu'on peut trouver à son travail dans les luttes actuelles. J'ai le plaisir de vous présenter Maboula Soumaoro, qui est donc docteur en civilisation du monde anglophone. Vous êtes spécialiste des études états-uniennes, africaines-américaines et de la diaspora noire, des diasporas africaines, maîtresse de conférences à l'université de Tours en France. Vous avez également étudié et enseigné au sein de nombreux autres établissements scolaires et pénitentiaires en France et aux États-Unis. Vous avez créé le Black History Month en France. Vous êtes également autrice d'un ouvrage qu'on recommande qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, qui est paru à la Découverte en 2020. Et qui a reçu la mention spéciale du prix littéraire Fête Cannes, Marie Scondé, en 2020. On peut l'applaudir pour ça. Nadia Yala Kisukidi, vous êtes philosophe, écrivaine, maîtresse de conférences à l'université Paris 8, spécialiste de philosophie française contemporaine et des philosophies africanas. Vous avez publié en 2013 Bergson ou l'humanité créatrice. Vous avez travaillé aussi avec Jamila Ribeiro, qui est une philosophe brésilienne et activiste dialogue transatlantique, perspective de la pensée féministe noire et des diasporas africaines. Vous êtes également romancière, on parlera de ce travail littéraire. Vous avez publié La dissociation aux éditions du Seuil, paru l'année dernière en 2022, et plus récemment, en septembre 2023, Colonisation, notre histoire aux côtés des historiens Guillaume Blanc, Arthur Asseraf, Mélanie Lamotte est dirigée par Pierre Singaravello. Bravo, Nadia Yala Kisukidi. Alors, pour commencer, je voudrais vous poser la question de Claude Mackay. Donc, l'importance de faire cette discussion aujourd'hui, c'est parce que c'est un poète qui est né en Jamaïque, qui a fait ses études aux États-Unis, mais qui a vécu en Europe et s'est installé en France en 1923, et à Marseille en particulier, et que l'Action de Banjo, un de ses romans phares, se situe sur le port de Marseille, donc raconte un petit peu les différentes interactions humaines qui peuvent se produire dans cette ville, et donc c'est vraiment une figure illustre de Marseille. Je voudrais vous demander comment vous avez rencontré Claude Mackay intellectuellement, sur le plan littéraire également, l'une et l'autre. Bonsoir tout le monde. Pour répondre à la première question de Rokhaya, je pense qu'elle se situe au niveau des études et au niveau de mon intérêt pour ce qu'on appelle la diaspora noire africaine, surtout ce monde atlantique. Donc Claude Mackay, c'est une figure incontournable de ce qu'on appelle la Renaissance de Harlem, Harlem Renaissance en anglais. Et je pense que son parcours, sa trajectoire elle-même, comme Rokhaya vient de l'évoquer, nous mène dans cette Atlantique noire, en vérité, c'est-à-dire cet espace qui lie le continent africain au continent
américain et au continent européen. Donc Claude Mackay est né à la Jamaïque. Depuis la Jamaïque, il émigre vers les États-Unis, il arrive à New York à une période, c'est-à-dire au début du XXe siècle, à une période où il y a une importante émigration depuis les Amériques, c'est-à-dire des Noirs du sud des États-Unis qui montent vers le nord et qui rencontrent donc les Noirs du nord, et également des populations noires qui viennent du reste des Amériques, notamment la Caraïbe et l'Amérique centrale. Et tout cela, en fait, va donner ce mouvement littéraire, politique, artistique, qui est largement dû à cette rencontre diasporique et cette rencontre afro-diasporique qui va donner naissance, en tout cas, ou qui va proclamer, en anglais on dit the new negro, le nègre nouveau, c'est-à-dire les premières générations qui sont nées après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Voilà. Et donc ces premières générations nées après l'abolition de l'esclavage, qui n'ont pas connu l'esclavage, décide de mettre en avant cette nouvelle identité libérée, cette nouvelle identité qui est également en conversation avec les identités noires en dehors des États-Unis et qui vont regarder d'encore plus près, même si ça avait été fait auparavant, le continent africain et les origines africaines. Donc moi, vraiment, quand je rencontre Claude Mackay intellectuellement, c'est parce qu'il fait partie, au même titre que des W.E.B. Du Bois ou Zola Neale Hurston ou, je sais pas moi, des peintres comme Aaron Douglas ou Jacob Lawrence, en tout cas de cette ébullition de l'entre-deux-guerres. Merci. Et vous, Yala, à quel moment vous le rencontrez et qu'est-ce que ça provoque chez vous ? En fait, moi, Claude Mackay, je l'ai rencontré à partir de la France. Et j'ai commencé à le rencontrer quand je me suis intéressée à la manière dont les histoires noires, en tout cas comment la conscience noire, ou une histoire de la conscience noire, s'était construite en France et en langue française au début du XXe siècle, donc dans l'entre-deux-guerres. Et donc j'ai été ouverte au mouvement de la négritude, Léopold Sédar Senghor, Césaire, et quand on commence à énormément circuler dans les textes de ces auteurs, on découvre qu'une de leurs grosses inspirations intellectuelles, politiques et littéraires, en fait, vient des États-Unis, et c'est précisément le mouvement de la Harlem Renaissance. Et dans beaucoup de textes de Senghor, on retrouve une référence à Banjo, à Claude Mackay. Donc au moment où je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je lise ce livre, il a l'air fondamental. Il n'était pas réédité en France, je crois, à l'époque. Et je suis tombée sur le livre. Et ce qui a été extraordinaire avec la découverte de ce livre, c'est que j'avais encore une autre histoire de l'éclosion de la conscience noire en France qui précédait celle de la négritude. Parce que très souvent, quand on parle de la conscience noire moderne, radicale, on la fait naître avec le courant de la négritude, Senghor, Césaire, etc. Mais il y a eu tout un mouvement, mais hyper radical, bien avant, dans les mouvements de grévistes, des mouvements syndicalistes proches du Parti communiste, en tension avec lui, en fait, qui ont précédé le mouvement de la négritude. Et Banjo de Claude Mackay est un immense témoignage, en fait, de cette ébullition politique et des radicalités noires en France dans les années 20. Et donc, ce roman, en fait, a été extrêmement important parce qu'il permettait de sortir d'une approche très classique de la question noire française et de la radicaliser au point où tous les problèmes avec lesquels on pense encore la question noire, les tensions de couleurs entre métissage, qui se dit noir, qui veut le non noir, qui se dit nègre, qui ne se dit pas nègre, où circule la question noire, est-ce qu'elle se concentre vers l'Afrique, est-ce qu'elle se pense à partir d'un autre point, celui des déportés aux États-Unis, comment faire retour sur l'Europe avec cette question-là. Tous ces problèmes, en fait, étaient traités dans Banjo. Donc, c'est d'une certaine manière, ce livre qui a été écrit par une personne venue des Amériques, en fait, me permettait de recirculer à l'intérieur de la densité noire de l'histoire française. Maboula Samaoro, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous travaillez sur les questions des diasporas. Comment vous définissez la notion de diaspora et comment cette question s'énonce dans le travail de Claude Mackay ? On parle notamment d'une apparition de Marcus Garvey. Est-ce que vous pouvez parler de ça, du panafricanisme et de la question diasporique ? Et en plus, ça me permet de faire le lien, peut-être, et de rebondir sur ce que Nadia Yala Kisukidi vient de dire. En vérité, moi, quand je rencontre Claude Mackay, je le rencontre en anglais. Et c'est lui qui me permet de faire la jonction avec ce qui se passe dans la zone française et francophone. Mais mon point d'entrée, c'est vraiment l'ère anglophone. Et Claude Mackay est vraiment la personne, par le biais de Banjo, qui permet de faire la jonction entre des territoires qui, au niveau de l'université, sont séparés justement à cause de cette frontière linguistique
comme s'il y avait quelque chose qui se serait passé dans le monde anglophone uniquement et quelque chose qui se serait passé dans le monde francophone uniquement, et c'est pas vrai. Et donc la question des frontières, elle importe également lorsqu'on parle de cette notion de diaspora, qui vraiment, pour faire très schématique, correspond à un éclatement, à une dispersion, à l'éparpillement de populations qui quittent un lieu donné à un moment donné, généralement suite à une catastrophe, une guerre, un conflit, enfin quelque chose. Et cette catastrophe de départ va engendrer la dispersion de cette communauté donnée. Donc ici, on parle vraiment des populations d'ascendance africaine, et le point de départ va être la traite des esclaves à partir de l'ère moderne. Et donc, quand on parle de diaspora, il y a cette question de dispersion, mais des dispersions qui sont très précises. Quand on parle de diaspora, il y a des règles en vérité en sciences sociales et humaines, c'est-à-dire que la population qui part, elle se retrouve dispersée dans au moins 2 lieux différents. C'est-à-dire qu'il y a un point A, et ensuite il y a au moins un point B, C, et on peut continuer comme ça jusqu'à Z. Et donc ces populations en situation de diaspora ont conscience du territoire d'origine qui a été perdu. Elles ont également conscience de l'éparpillement des membres de cette communauté, c'est-à-dire les points B, C ou D. Et il y a une sorte d'effort pour maintenir le lien entre les populations éparpillées à travers le monde ou à travers une région et un lien ou peut-être un souvenir du lieu d'origine. C'est ça. Donc le modèle de diaspora, en vérité, il s'oppose au modèle de l'État-nation. Il est transnational. Il est fondamentalement international, et les diasporas continuent de prospérer ou d'exister parce que justement les populations qui ont été déplacées de force se retrouvent dans de nouvelles sociétés qui leur sont hostiles. S'il y a une sorte d'intégration ou une sorte d'accueil qui se passe bien dans les points d'accueil, il n'y a pas besoin de diaspora. La diaspora, elle est maintenue parce que l'exclusion dans ces nouveaux lieux est maintenue. Donc quelqu'un comme Claude Maquet est vraiment déjà quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui s'est intéressé aux populations noires, aux psychés noirs, partout là où se trouvaient des populations noires, ou comprises comme noires ou africaines. Et vous, Nadia Higala Kisukidi, vous êtes intéressée à la notion de Black Nation et aussi à la question de la circulation de cette pensée dans les espaces francophones, que ce soit en Afrique ou en Europe. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle observation vous faites de cette notion et quel écho vous lui trouvez avec la notion de diaspora et de panafricanisme ? Il y a une thèse sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la thèse d'un philosophe congolais qui s'appelle Valentin Mudimbe et qui a écrit en 1988 un livre qui vient d'être traduit en français il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour rappeler un petit peu les voyages des traductions dans notre pays. Donc un livre qui s'appelle The Invention of Africa. Et la thèse de ce livre, donc l'invention de l'Afrique, consiste à dire que l'Afrique a été inventée par les sciences coloniales de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, qui ont justement, à travers les écrits d'explorateurs, les écrits d'administrateurs coloniaux, d'ethnologues, qui ont inventé un continent homogène qu'on considère en général comme le négatif de l'Europe et qui doit, pour être sauvé de sa propre négativité, de sa propre différence, doit être civilisée. Donc en gros, l'idée de l'Afrique qu'on a très souvent, c'est une idée forgée par les sciences coloniales qui nous amène toujours à dire il faut sauver l'Afrique, les Africains en retard, sous-développés, etc. Donc cette idée-là de l'Afrique viendrait justement des sciences coloniales. Or si on est plus précis, il y a quand même une dimension que Valentin Mudimbe ne pense pas, c'est justement la dimension diasporique. À savoir que l'Afrique n'a pas été inventée exclusivement par les sciences coloniales, c'est d'abord une création des diasporas. Quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait de penser le continent comme unité ou comme visée politique, c'est une invention des diasporas puisque c'est dans les mondes caribéens et américains, dans le monde des esclaves déportés, en fait, que l'idée d'une nation pan-nègre qui aurait ses racines sur le continent africain et qui va donner les prémices du panafricanisme, c'est-à-dire défendre l'unité du continent africain dans sa version ensuite anticoloniale. Cette idée-là d'une Afrique unie comme continent refuge des Noirs, elle va être créée en fait sur les rives de l'Atlantique. Et c'est ici en fait qu'on retrouve la question des diasporas. Dans les manières de se penser, les diasporas noires se pensent à partir d'un point central qui est l'Afrique. Et un des enjeux des diasporas, c'est de se dire, puisque nous ne parvenons pas à construire une vie ici, dans ces terres qui nous sont hostiles, terres ségrégées des États-Unis, terres façonnées par la colonisation et le racisme en Europe,
nous avons un objectif, et l'objectif, c'est celui du retour. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle les téléologies du retour, c'est-à-dire le fait de vivre en diaspora tout en ayant pour fin le fait de rentrer en Afrique, va être aussi une idée structurante à partir desquelles les diasporas noires à l'échelle mondiale vont se mobiliser, vont s'engager politiquement pour penser la manière dont le continent africain va pouvoir à nouveau être un lieu de repos, comme dirait Marcus Garvey, c'est-à-dire une terre dans laquelle la vie d'un humain n'est jamais diminuée. Alors pour nourrir notre réflexion, puisque nous assistons à un procès, je vais appeler à la barre un premier témoin qui va nous faire part d'une lecture. Voilà, bonsoir. Merci. Bonsoir. Donc je m'appelle Mélanie et samedi, j'ai participé à la commission d'enquête pour ce procès du siècle. Au cours de cette journée, on a mené une enquête auprès du public du MUSEM avec une question. Pensez-vous que la cause noire est encore une cause à défendre aujourd'hui ? Une vingtaine de personnes ont accepté un petit entretien, dont 3 personnes noires ou métisses. La quasi-totalité des personnes rencontrées étaient convaincues que le travail est loin d'être fini et qu'en France en tout cas, les personnes de peau noire étaient victimes de stigmatisation et de discrimination à toutes les étapes de leur vie. 2 personnes vivant à Londres estimaient qu'il n'y avait plus de problème sur ce sujet et une autre personne, blanche, qui avait vécu en Guadeloupe, insistait sur la nécessaire réciprocité de la problématique. C'est une enquête. La question de la représentativité a été soulevée à plusieurs reprises, notamment dans le monde politique, le monde économique, médiatique et le corps enseignant. Dans ce contexte, les médias, et notamment les chaînes publiques d'information, étaient cités comme ayant un rôle extrêmement important à jouer, une parole à libérer dans la diffusion de cette réalité des inégalités. Autre point, on le sait, la version officielle de l'histoire est racontée par celui qui se déclare vainqueur. C'est le récit du dominant. Le récit national ne raconte l'histoire que d'un seul point de vue. Il faudrait accepter, enfin, de raconter l'histoire dans sa totalité, en faisant la place à tous les récits, pour constituer, ensemble, un récit plus complexe. Accepter de dire simplement les faits, ce qui s'est passé, comment et pourquoi. Ce serait un premier pas à une prise de conscience collective. Le récit, c'est aussi la fabrication des fictions qui constituent nos imaginaires. Là encore, les fictions proposées sont produites par la même classe dominante culturellement. Il faut donc donner accès à tous aux outils de la narration, pour ouvrir l'imaginaire collectif à d'autres inspirations, d'autres fictions qui racontent autrement le monde. Une autre grande thématique qui apparaissait est la contradiction entre le fait que, d'un point de vue légal et juridique, il ne devrait plus, a priori, y avoir de cause noire à défendre, l'évolution des dernières décennies ayant inscrit dans les textes une obligation légale de non-discrimination, mais que, dans les faits, il n'y a pas d'équité dans les conditions de vie, l'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement, ainsi qu'aux postes de pouvoir ou aux mandats politiques étaient les plus souvent cités en exemple. Enfin, la question du réflexe conditionné par l'histoire et la colonisation. Comment déconditionner ce regard, conscient ou inconscient, pour et sur celui qui, pendant des siècles, a été représenté comme inférieur. Voilà le résultat de notre enquête de terrain. Merci beaucoup à la commission d'enquête. Merci Mélanie. Est-ce que ces observations collectées par la commission d'enquête donc ce samedi dernier vous font réagir ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez le sentiment que la cause noire a toujours une raison d'être aujourd'hui ? C'est évidemment une question rhétorique. Alors, je ne sais pas déjà si j'utiliserai le terme, enfin, la cause noire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la cause noire. Et c'est vraiment pas du tout une critique envers les organisatrices, notamment, pas du tout. Mais si on réfléchit, voilà, la cause noire, c'est quoi ? C'est le racisme. C'est la lutte menée contre les, je sais pas moi, processus de racialisation. Enfin, la cause noire, j'ai l'impression que quand on énonce la chose de la sorte, elle laisse les blancs de côté, en fait. C'est le problème des noirs. Alors que ce problème noir dont on discute aujourd'hui, il existe que parce qu'il fonctionne en tandem avec une autre identité qui serait l'identité blanche, en fait. Voilà. Donc, bon, les conclusions de la commission sont tout à fait pertinentes. Et j'ai envie de dire, malheureusement connues. Très peu de choses ont été dépassées, traitées, comprises,
gérer, enseigner. On ne peut pas nous faire croire en France qu'avec un ministère tel que l'éducation nationale et ses origines avec la Troisième République qui vise à fabriquer le citoyen français. Donc l'enjeu politique de l'éducation, il est clair dès le départ. Et quand on voit ce qui est requis, c'est là qu'on s'aperçoit de ce qui est valorisé comme savoir. Et il y a des choses, et notamment qui touchent les mondes noirs, qui ne sont jamais au programme. Voilà, jamais. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, et ça permet aussi de rebondir, c'est-à-dire que je suis assez sensible à ce qui a été dit sur la cause noire. Et il y a aussi une question qui revient souvent, en fait. Moi, j'ai remarqué que quand il y va des affaires qui traitent des Noirs, en fait, de manière générale, on est toujours là à se dire, mais est-ce que c'est pas dépassé ? La question, elle revient systématiquement. Par exemple, si vous travaillez sur la négritude, on vient toujours vers vous pour vous dire « Oui, mais est-ce que ce concept n'est pas un peu dépassé ?» Quand on mobilise le non-noir, on vous dit « Oui, mais est-ce qu'il serait peut-être pas temps de passer à quelque chose ?» Comme si finalement, il y avait aussi une espèce d'esthétisation de la souffrance qui ferait qu'il y aurait une complaisance à se regarder dans ce qu'il y a de pire, un nom qui a été inventé par d'autres, un nom qui a été inventé par la violence des autres. Comme si, paradoxalement, il y avait un jeu comme à constamment rappeler une espèce de double aliénation. Non seulement vous vous dites noir, mais vous vous êtes mis à affectionner un nom qui a été inventé par d'autres pour vous nier. Donc, ce qui est assez intéressant, et Claude McKay, en fait, il est assez extraordinaire pour ça, parce qu'il nous permet, en fait, de nous rattacher à ce qu'un historien africain-américain appelle the Black Radical Imagination, l'imagination noire radicale. Et quand on aime sillonner l'Atlantique noir, les mondes diasporiques noirs, ce qu'on découvre, ce sont des foyers utopiques. C'est-à-dire des personnes qui, parties d'histoires de déportation violentes, quand on parle de la traite atlantique, ou quand on parle d'histoires de colonisation qui détruisent les corps, quand on parle justement de cette autre trajectoire, de cette trajectoire coloniale entre l'Europe et l'Afrique, qui ont produit en tout cas des imaginaires du monde, de la planète, radicaux, et qui visent à transformer radicalement ce monde, cet espace, à des fins de plus d'égalité et plus de justice. Et donc, les mondes noirs, et c'est la raison pour laquelle ils ne posent jamais des questions qui doivent être dépassées, quand on parle de monde noir, on ne parle pas seulement de l'histoire du racisme, de l'histoire des insultes. On parle aussi en fait de l'immense fabrique utopique qui a été produite pendant des siècles et qui a construit ce qu'on peut appeler de manière maintenant solide des traditions intellectuelles, politiques et esthétiques noires. Donc le mot noir, c'est pas simplement un stigmate qu'on colle, qui aurait été inventé dans une espèce d'imagination folle et délirante qui se serait crue blanche. Non, le nom noir aussi, c'est le nom de traditions politiques radicales qui ont fait ce qu'il y a peut-être de plus puissants, qui ont réinventé le monde. Et donc c'est une source d'inspiration constante encore aujourd'hui, surtout à un moment où l'espoir est fondamentalement abîmé, pour se dire quels nouveaux horizons du monde décidons-nous d'écrire pour défendre nos dignités. Alors on va continuer cette promenade parmi les pièces à conviction et revenir vers vous, Yala, avec un texte. Donc vous allez nous lire un extrait qui est un texte de Lamine Senghor, rédigé en 1926. Oui, alors Lamine Senghor, il est cité un moment, je crois, dans Bonjour. J'avais noté la page de manière très rigoureuse. Et il est cité de manière un peu négative, où Claude McKay le dépeint comme un militant aigri. Et c'est très intéressant, en fait. Donc Lamine Senghor, je vais en parler très très rapidement. C'est un militant anticolonialiste des années 20. Là aussi, on est avant la négritude, dans tous ces mouvements noirs. Et qui va créer, je crois, le comité de défense de la race nègre en 1920. Ce qui va se créer en 1926, je crois, si mes souvenirs sont bons, pendant les années 20. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un militant communiste, radical, qui va également, en fait, être très anticolonialiste et participer au premier mouvement, en fait, créé par l'Internationale communiste de lutte contre l'impérialisme. Et à l'époque, il existe un journal qui s'appelle Le Paria, qui est un journal dans lequel les communistes anticolonialistes d'Indochine, d'Afrique écrivent. Et dans ce journal, Lamine Senghor écrit un texte qui s'appelle « Le réveil des nègres ». Et je voudrais juste vous en lire un petit paragraphe où il revient justement sur l'usage du mot nègre et non pas noir et non pas homme de couleur. « Eh bien, messieurs, les colonisateurs, nous, le comité pour la défense de la race nègre, nous qui ne renions pas notre descendance directe ou indirecte de la race nègre, nous ramassons ce nom dans la boue où vous la traînez. Nous en ferons notre symbole. Ce nom est celui de notre race.
nos terres, nos droits et notre liberté ne nous appartenant plus, nous nous cramponnons à ce nom qui, avec l'éclat de la couleur de notre épiderme, sont les seuls biens qui nous restent de l'héritage de nos aïeux. Ce nom est à nous, nous sommes à lui. Il est nôtre comme nous sommes siens. En lui, nous mettons tout notre honneur et toute notre foi de défendre notre race. Oui, messieurs, vous aviez voulu vous servir de ce mot comme d'un mot d'ordre sécessionniste. Nous nous en servons comme mot d'ordre de ralliement, un flambeau. Donc c'est un texte qui a été écrit en 1926. Il est passé par Marseille. Il est mort dans le sud de la France. D'ailleurs, il a vécu longtemps dans le Var. Et il est mort en fait des suites de ce qu'il a vécu durant la Première Guerre mondiale, où il a été aussi tirailleur. C'est un tirailleur sénégalais. Il a été extrêmement affecté par tout ce qu'il a inhalé. Et ça a complètement détruit sa santé. Mais son grand projet politique, en fait, à la mine Saint-Gor, c'était l'union des indigènes et des blancs pauvres. On peut applaudir, oui. Je propose qu'on continue ce petit parcours avec une pièce à conviction qui a été apportée par Mabula Soumaoro, qui est une série de Steve McQueen qui s'appelle Small Axe. C'est quelque chose de beaucoup plus proche dans le temps de nous. C'est quelque chose qui a été produit ces dernières années. Oui. Alors moi, j'ai choisi Steve McQueen parce que, je veux dire, moi, je parle depuis la France hexagonale, mais je me suis intéressée là à la Grande-Bretagne. Et ce que récemment, la Grande-Bretagne, par le biais de Steve McQueen, avait réussi à produire en termes de narration mainstream. On parle d'une série donc, de 5 films réalisés par Steve McQueen et qui s'est imposé, je veux dire, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années en tant que réalisateur. Et en France, il a eu beaucoup de succès, notamment avec le film 12 Years a Slave. Avant, il y avait eu Hunger. Il y avait eu d'autres choses, mais 12 Years a Slave, en termes de narration de l'esclavage, la reprise et l'adaptation d'un récit d'esclavage qui date du 19e siècle, celui de Solomon Northup. Là, ce que je trouve intéressant avec Steve McQueen, c'est qu'après avoir réalisé donc, des films qui se passent aux États-Unis chez les Africains-Américains, ou qui se passent en Irlande, ou qui se passent ailleurs, j'ai l'impression qu'avec Small Axe et cette série donc, ambitieuse de 5 films, c'est comme s'il revenait à lui-même et à ses origines. Parce que Steve McQueen les parents de Steve McQueen sont originaires de la Caraïbe anglophone, de l'île de la Grenade. Et avec Small Axe, il propose à la Grande-Bretagne, puisque c'est une série qui a été diffusée sur la BBC, donc la grande chaîne nationale britannique, il propose 5 films qui explorent la présence afro-caribéenne en Grande-Bretagne. Et en plus, la référence à Small Axe, je veux dire, la ferveur tout autour de Bob Marley and the Wailers, enfin cette musique reggae originaire de la Jamaïque qui a traversé le monde entier, qui a fait passer peut-être de manière des fois assez naïve et un peu embêtante la question noire comme une question moins incarnée, universelle. C'est One Love, et Bob Marley, il était cool et il voyait pas les couleurs, non, il voyait très bien les couleurs et il a grandi en Jamaïque et dans la communauté noire. Donc voilà, donc Small Axe, c'est aussi une référence à cette chanson de Bob Marley and the Wailers. Et le deuxième épisode de Small Axe qui s'appelle Lovers Rock, qui est mon préféré, est d'une beauté sans nom. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir de la musique et à partir du style de reggae qui s'appelle le Lovers Rock, on entre vraiment dans une description de cette arrivée difficile et de cette évolution difficile de la communauté afro-caribéenne à Londres et qui s'est traduite également par le son. Le Lovers Rock, c'est du reggae, mais c'est le type de reggae qui est né à Londres ou qui est né dans les grandes villes britanniques, alors qu'il y avait un autre style de reggae qui venait vraiment de la Jamaïque. Donc la migration a permis encore une nouvelle créativité, une nouvelle production. Donc voilà. Et moi, j'envie cette série, mais d'un point de vue français. Je rêve de 1, 2, 3, 4, 5, aucune mesure. 10 films, 10 films français produits par quelqu'un dont les origines nous mènent à tel ou tel endroit, enfin des espaces qui concernent la France, et qui mettrait en avant de manière si belle, de manière si véritable et de manière si ambitieuse la présence de nos communautés dans cet espace hexagonal français. Mais ça se trouve, ça sera Marseille. Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir apporté des pièces à conviction. Le MUSEM, en la personne de Françoise d'Allemagne, chargée de recherche et de collection au MUSEM, va nous présenter sa pièce à conviction. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais peut-être prendre la petite télécommande pour... Merci. Voilà, donc la pièce à conviction que je vous présente ce soir, c'est un objet à la fois modeste par son usage. Vous voyez, c'est un masque anti-Covid, mais très fort par le message qu'il délivre. Roma Lives Matter, les vies des Roms comptent. Ce masque est rentré dans les collections du musée cette année et il était exposé dans l'exposition Barvalo que le MUSEM a faite cet été sur les populations, l'histoire des populations romanies et l'antiziganisme et les discriminations structurelles qu'ils ont vécues depuis des siècles. Et ce masque était présenté dans la section sur le militantisme, au milieu de figures de militants, comme la militante Katarina Taikon, que l'on voit là sur cette photo. C'est elle à droite, qui est à la tribune avec Martin Luther King, lorsqu'en 1964, il est venu à Stockholm recevoir le prix Nobel de la paix. Et elle a été surnommée la Martin Luther King suédoise, à la fois parce qu'elle s'est beaucoup inspirée des combats de Martin Luther King. Et ses principaux combats, c'était le droit fondamental à l'éducation, parce qu'elle pensait que la lutte contre le racisme passait par l'éducation. Et elle, qui n'était pas allée à l'école, elle est devenue écrivaine de littérature jeunesse. Elle a imaginé un petit personnage qui s'appelle Katitsi, qui est à bien des égards autobiographique, où elle raconte l'antiziganisme qu'elle a subi quand elle était petite fille, parce qu'elle avait compris effectivement que la lutte contre le racisme passait par l'éducation. Et pour en revenir à notre pièce à conviction et au mouvement Roma Lives Matter, il est né en fait en juin 2021 à Prague. Vous voyez là une manifestation Roma Lives Matter suite au décès d'un homme rome, Stanislas Tomas, en République tchèque, lors d'un contrôle policier, une arrestation policière violente dans les mêmes circonstances que George Floyd l'année auparavant. Et donc, sous ce mouvement Roma Lives Matter, sous ce slogan, les manifestants se sont rassemblés pour réclamer justice pour Stanislas Tomas. Une enquête indépendante a été diligentée et malgré ce, en 2022, les autorités tchèques ont classé l'affaire sans suite. Les artistes aussi se sont inspirés du mouvement Black Lives Matter et des Black Panthers aussi, avec ce collectif d'artistes qui s'est appelé Romane Kale Panthera. En langue romanie, ça veut dire Black Panther, Romanie. On les voit là lors d'une performance devant le monument à la mémoire de Stanislas Tomas. Tout ça pour montrer, cette pièce à conviction montre l'universalisme des luttes contre les différentes formes de racisme. Ces différents combats se ressemblent, se nourrissent, se donnent de la force et se rejoignent dans la lutte. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Le fait de voir des communautés diverses, des groupes opprimés à travers le monde s'inspirer des luttes noires me pousse à vous interroger sur le poème très connu de Claude McKay, If We Must Die, qui était un poème qui décrivait la condition extrêmement violente à laquelle étaient confrontées les personnes noires et qui est devenu un poème dans lequel d'autres groupes se sont reconnus puisqu'il dénonçait l'oppression de manière générale et c'est devenu vraiment presque un chant de révolte contre l'oppression. Donc, j'ai envie de vous poser la question de l'universalité de la lutte, celle qu'on a décidé d'appeler la cause noire ce soir, mais qui dit bien d'autres choses, et peut-être aussi de la notion d'universalisme qui vous interroge aussi, Yala Kisukidi. Merci, en fait. Merci, comme ça va nous permettre d'être un peu définitif aussi ce soir. Mais en fait, je vais être très directe, mais je trouve que
et j'espère que je vais pas vous choquer, mais c'est pas une question sérieuse. La question de l'universaliste telle qu'elle est posée en France aujourd'hui n'est pas sérieuse. C'est même une non-question, dans la mesure où elle revient un petit peu sur un mode incantatoire, et c'est toujours une question qu'on pose aux mêmes personnes. Et moi, je me rappelle quand le film de Jean-Pascal Zadi, c'était quoi ? C'est Tout simplement noir, quand il est sorti et qu'il devait organiser cette manifestation des Noirs, et il y a eu plusieurs passages en radio, en télé, etc. Et à chaque fois, les chroniqueurs lui posaient toujours la même question, en disant, alors, ce n'est pas un film communautariste, c'est un film universaliste. Êtes-vous universaliste ? Êtes-vous universaliste ? En fait, cette question, elle fonctionne un peu comme un chantage pour essayer de distribuer le droit à la parole. J'ai jamais entendu quelqu'un dire à Marine Le Pen, êtes-vous universaliste ? Il faudrait peut-être qu'on lui pose effectivement la question, et là, on pourra se dire, la question est sérieuse. Or, ce qui me gêne aussi, c'est que ça veut dire quoi l'universalisme ? L'universalisme, ça veut simplement dire traiter l'autre homme dignement. Je n'ai jamais vu un seul mouvement antiraciste en France appeler à ce que des individus soient encore plus discriminés, encore plus hiérarchisés, et qu'on ait un droit de vie et de mort sur eux. Là, ce serait effectivement problématique. Et quand on parle d'universalisme, ça veut dire une chose très très simple, les mêmes droits pour tous. C'est une définition aussi simple que ça, l'universalisme. Donc, quand vous luttez contre les discriminations, quelles qu'elles soient, de classe, de genre et de race, même si vous ne revendiquez pas spontanément le terme universaliste, vous êtes spontanément universaliste. Vous avez un inconscient universaliste qui vous travaille, qui fait que vous dites « nous voulons les mêmes droits pour tous. Nous voulons que chaque citoyen français soit traité de la même manière que tel autre citoyen. » Ça ne va pas plus loin que cela. Donc, en fait, moi, je considère que déjà cette question de l'universalisme, très franchement, puisqu'on parle de Claude Maquet et qu'on est parti de Claude Maquet, de grands intellectuels noirs du monde entier, elle a déjà été posée il y a plus de 60 ans, etc., de manière définitive. Il y a de très grands textes, là aussi, dans la tradition intellectuelle française noire. Je pense à les textes d'Aimé Césaire, notamment en 1956, qui a écrit un grand texte sur l'universalisme, qui est une réponse définitive à tous les débats. Et donc, ce qu'il faut être capable de voir aujourd'hui, c'est que la question de l'universalisme, elle fonctionne juste sur un mode incantatoire et identitaire. C'est une question identitaire pour pouvoir distribuer un espace de parole et exclure de cet espace d'autres personnes. Et je voudrais dire une dernière chose. Il y a un texte de Fanon dans Les Damnés de la Terre que j'aime beaucoup, c'est je crois le chapitre 4 des Damnés de la Terre, qui s'appelle « Les mésaventures de la conscience nationale ». Et ce que dit Fanon, c'est le racisme européen, il est vraiment intéressant parce que les Européens ne vont jamais vous dire « oui, nous sommes racistes, nous croyons, etc. » Non, ils vont dire « nous sommes universalistes ». Et donc, en fait, l'universalisme va servir de vernis pour faire passer un racisme. Et là, on sait qu'on est dans une époque qui est quand même assez grave, c'est que finalement, plus personne ne parle d'universalisme. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les médias depuis l'assassinat de Naël, etc. Le mot universalisme, je n'ai plus entendu, même plus le mot république. Et bien là, franchement, ça me fait peur. Parce que ça veut dire qu'on en est arrivé à un moment où on n'a même plus besoin de nos caches, comme l'universalisme ou la République, pour faire éclater de la manière la plus puissante, la plus vorace et la plus convaincante le racisme, en fait, qui brûle nos entrailles. Et c'est ça, en fait. L'universalisme dans ce pays est une non-question. Je n'ai jamais vu de mouvement qui lutte contre le racisme, vouloir la hiérarchie entre les humains et faire en sorte que les individus ne soient pas traités équitablement ou en tout cas de manière égale. Donc voilà, le moment est grave, mes amis, mais ce qui est très très dur, c'est de se retrouver dans un moment où tous les mots en fait s'effondrent et on vous force à parler un langage précisément parce qu'on veut simplement vous dire qu'on vous a déjà supprimé la parole. Et sur la question dont les luttes s'influencent les unes les autres et sur l'universalité en fait de la cause de l'égalité, Maboula Soumoro, est-ce que vous avez un regard particulier à poser ? Si on part de cette diaspora, de ces populations noires et de cette tradition d'imagination radicale que Nadia Yala-Kisuki a mentionné auparavant, ou ce qui nous a été démontré par rapport aux actions politiques et militantes menées par les populations romanies à travers le monde plutôt récemment, il y a vraiment, peut-être le point que j'aimerais souligner, c'est qu'il n'y a rien de récent. En fait, cette interpénétration, cette circulation, cette reconnaissance commune et globale qu'une oppression est une oppression et qu'elle affecte des Noirs ou qu'elle affecte des Roms, c'est à peu près le même fonctionnement. Quand Marcus Garvey, un autre Jamaïcain,
qui a migré vers les États-Unis, qui s'est implanté et qui a essayé de capitaliser sur cette ébullition qui était la Harlem Renaissance, qui fonde ce qui s'appelle l'UNIA, UNIA, Universal Negro Improvement Association. Enfin, il l'a co-fondé, pardon, il n'était pas tout seul. L'UNIA était une organisation internationale, transnationale, qui essayait de développer, de structurer cette identité noire globale. Dans UNIA, il y a Universal, par exemple. Et l'UNIA a fondé aussi ce qui s'appelle la Black Star Line. Et la Black Star Line, donc en vérité c'était trois navires qui devaient développer des échanges économiques parmi les populations noires des Amériques, mais aussi avec le continent africain. Et le grand rêve, c'était en fait de sillonner avec ces bateaux d'une nouvelle façon et d'une meilleure façon les eaux de l'océan Atlantique, d'une manière plus profitable que ce qui s'était passé dans le cadre de la traite, par exemple. Bon. Quand l'UNIA fonde The Black Star Line, elle est inspirée par The White Star Line, qui vient d'Irlande. Les activités sont contemporaines des mouvements indépendantistes irlandais de l'époque. Quand on parle de Martin Luther King, qui a inspiré donc ces populations romanies contemporaines, Martin Luther King, il a été très inspiré par Gandhi et l'Inde. Donc à la fin des années 1940, enfin voilà. Donc les personnes qui se trouvent en situation de domination et d'oppression, elles se reconnaissent, elles se regardent, elles s'entraident. Il y a une longue tradition africaine-américaine, intellectuelle et politique de soutien à la Palestine. Donc c'est très commun, c'est très universel, parce qu'en vérité, l'universel, si on pouvait trouver un synonyme, ça pourrait être humain. C'est humain, donc les personnes, avant qu'elles soient romanies, avant qu'elles soient palestiniennes, avant qu'elles soient noires ou qu'elles soient indiennes sous le joug colonial de la Grande-Bretagne, c'est des êtres humains qu'on a placés dans des catégories qu'on a fabriquées, qu'on a hiérarchisées, qu'on a exclues et marginalisées, mais elles sont capables de se reconnaître et de s'affirmer comme être humain. C'est ça l'universalisme, c'est l'humanité. Et c'est vraiment une insulte que de demander à quelqu'un de proclamer son universalisme. Et ça montre vraiment que la personne à qui on pose cette question, elle n'est pas reconnue dans son humanité pleine et entière. Et qu'elle est reconnue comme un noir, comme un musulman, comme un rom, comme un pauvre, comme un homosexuel, comme un trans, comme ce qu'on veut. Voilà. Et en matière d'universalisme, on rappelle quand même une date importante qui est le 3 décembre 1983. La marche pour l'égalité contre le racisme partait de Marseille, inspirée de Gandhi et de Martin Luther King. Donc voilà, c'est un anniversaire qui n'a pas été correctement honoré par la République, mais je pense que c'est aussi important de rappeler que l'universalité peut produire ça, des Lyonnais qui partent de Marseille, inspirés de Gandhi, de Martin Luther King, et qui organisent la première marche antiraciste d'envergure nationale en France. Il faut les applaudir, puisque c'est historique. On va faire appel à notre second témoin qui va incarner Claude McKay, puisque voilà, on a parlé de lui, mais on aimerait bien entendre ses mots. Merci beaucoup. Oui, un petit extrait de banjo. Quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans les entretiens que nous avons eus avec le public du MUSEM samedi, c'est la question du regard, le regard que je porte sur l'autre, simplement, et comment le regard que je ressens porté sur moi m'affecte. Ray avait trouvé fort difficile d'être à la fois un noir instruit et un être d'instinct. Dans les métropoles européennes, il avait souvent rencontré des noirs instruits qui sortaient prendre du bon temps en portant un paquet de livres sous le bras. Il se coltinait ces livres pour ne pas courir le risque de se voir traité partout en comique de revue, en raton, en singe savant destiné à divertir le public européen, parce qu'il savait que l'image que l'Européen a en général du noir est celle d'un amuseur public. Quelques-uns de ces noirs portaient des costumes hideux de membres du Parlement, aussi proches que possible du modèle de correction et de respectabilité le plus terne. Il avait remarqué que des étudiants athlétiques et des employés de bureaux noirs portaient des lunettes qui leur donnaient l'air de mauviettes. En demandant pourquoi, il avait appris que porter des lunettes était un signe d'instruction supérieure et de respectabilité servant à les différencier du commun. Peut-être la police respectait-elle les lunettes. Non, pas moyen de nier la valeur publique des vêtements, même dans ton cas, ami noir. Et peut-être as-tu de bonnes raisons de rechercher d'autant plus la correction formelle que le monde se montre illogiquement critique à ton égard depuis que tu as changé ta feuille de vigne bien pratique contre une culotte.
Cette société civilisée est divisée en classes et ce sont les vêtements qui la font avancer. Et te voilà maintenant contraint par son pouvoir d'y travailler et d'y trouver ta place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était La cause noire en exemple de Claude Maquet à Black Lives Matter. Merci Maboula Soumaoro, merci Nadia Yala Kissoukidi, merci Françoise d'Allemagne. Merci Rokhaya Diallo. Merci. Cette séance a été enregistrée le 4 décembre 2023, avec la participation de Nadia Yala Kissoukidi, Maboula Soumaoro, Françoise d'Allemagne et Rokhaya Diallo à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.